objectifs du TQ, ils sont soit diagnostiques ou thérapeutiques. Et il permet l'évaluation de la voie extrinsèque de la coagulation, surtout le facteur 7. Il permet également le diagnostic des troubles de la coagulation, donc les déficits des différents facteurs de la voie exogène et la voie commune, mais également certaines pathologies telles que l'insuffisance en vitamine K, qui peut résulter parfois de l'utilisation de certains médicaments qui sont les AVK. Il permet la surveillance des patients sous AVK, donc notamment en ajustant les doses en fonction du résultat du TQ et surtout de l'INR qu'on va voir par la suite. Il permet l'évaluation du risque hémorragique préopératoire, la gestion des maladies hépatiques, puisque tous les facteurs, presque la majorité des facteurs de la coagulation sont synthétisés au niveau hépatique, donc la diminution de la fonction hépatique va aboutir à la diminution des facteurs de la coagulation et donc un allongement du TQ en premier lieu et par la suite le TCK, on va voir ça par la suite. Et enfin, il permet l'identification des troubles héréditaires de la coagulation qui peuvent contribuer à des saignements anormaux. Alors, on passe à la technique. Donc, les réactifs utilisés, on a un seul réactif utilisé qui est la thromboplastine tissulaire qui contient un facteur tissulaire, des phospholipides, du calcium, mais aussi un inhibiteur de l'héparine. On aura besoin également du plasma pouvant plaquette du patient. Alors, la technique dit un volume du plasma pour 2 volumes du réactif. Donc, si on utilise 100 microlitres du plasma du patient, on le préchauffe pendant 2 minutes à 37 degrés Celsius et on déclenche la réaction par l'ajout du double du volume, c'est-à-dire 200 microlitres, de la thromboplastine tissulaire et on déclenche la réaction. Donc, on arrête le chronomètre lors de la visualisation ou la formation du caillou de fibrine. Alors, donc, le TQ, il est exprimé en secondes, mais on peut le convertir en pourcentage grâce à une courbe, donc une droite de talonnage qui est appelée la droite de Thievold. Alors, cette droite, elle permet de convertir un TQ exprimé en secondes en taux de prothrombine exprimé en pourcentage. Elle est obtenue par la réalisation de dilutions successives d'un plasma normal de référence dont la valeur de TP, elle est connue. Donc, on fait le TQ du patient et on l'extrapole à partir de cette droite pour obtenir le TP en pourcentage. Alors, la détection maintenant du caillou de fibrine. Plusieurs techniques sont utilisées. La première, c'est la lecture oculaire, donc au bain-marie, soit à l'œil nu, soit avec l'utilisation d'un crochet. On a une lecture électromagnétique et 2 principes existent. Donc là, ce qu'on voit en haut de la diapo, donc le principe consiste à mettre une bille aimantée à l'intérieur d'une cuvette. Donc cette cupule, elle est ensuite mise dans un champ électromagnétique, ce qui va permettre à la bille de faire des mouvements appelés oscillations pendulaires. La formation du caillou de fibrine va provoquer l'arrêt de ces mouvements et l'automate ou le semi-automate va calculer en fait le temps écoulé entre le déclenchement de la réaction et l'arrêt des mouvements de la bille. Il existe une autre technique qui est utilisée par certains automates, c'est ce qu'on voit en bas de la diapo. Alors, on a une micro-cuvette qui est mise en rotation régulière et lente, donc autour de son axe. Une bille est montée à l'intérieur et un argot central qui est un axe vertical. Il existe un aimant en dessous qui garde la bille fixe malgré la rotation de la cuvette. Tant que le plasma il est fluide, la bille glisse librement dans la cuvette, indépendamment de sa rotation. Mais une fois le caillou sanguin il est formé, donc la bille va se trouver piégée dans le réseau de fibrine et elle adhère à la paroi ou l'ergot central et elle n'est plus indépendante. Et là, elle se met à tourner en même temps que la cuvette. Ce changement de mouvement va être détecté par l'automate grâce à un capteur. Il existe également une lecture optique, donc par turbidimétrie, à une longueur d'onde de 650 nanomètres. On a vu que l'un des objectifs du TQ est le suivi du traitement par les AVK. Alors, les AVK agissent en inhibant la vitamine K réductase, qui est une enzyme indispensable à la synthèse de facteurs vitamino K dépendants, qui sont le facteur 10, le facteur 9, le facteur 7 et le facteur 2. Le TQ, il est directement sensible à la diminution de ces facteurs, car il met en jeu le facteur 7, qui a la demi-vie la plus courte de 4 heures, et donc c'est le premier à être diminué. Donc le TQ varie selon le plasma du patient, mais varie aussi selon la thromboplastine utilisée, et donc non adaptée pour le suivi du traitement par les AVK. C'est pour cela qu'on a l'INR qui vient standardiser les résultats interlaboratoires.
Alors, l'INR correspond au temps du patient, au temps de QIC du malade sur le temps de QIC témoin, le tout puissance l'ISI. Alors, cet ISI-là, c'est l'index de sensibilité internationale de la thromboplastique. Plus l'ISI, il est proche de 1, plus on dit que la thromboplastique, il est sensible. Il existe 3 types de thromboplastique selon son ISI. On a la première qui a un ISI proche de 1 d'origine animale et qui est à proscrire. Le deuxième type avec un ISI faible entre 1,2 et 1,4. Et la troisième avec un ISI proche de 1 ou égal à 1 d'origine humaine ou recombinante et qui est la plus recommandée à utiliser. Alors, l'INR cible, c'est une valeur nécessaire, qui est une valeur cible nécessaire de recherche, donc qu'on recherche pour obtenir un traitement efficace par les AVK. Il dépend de la maladie pour laquelle le patient est traité. Dans la plupart des cas, il se situe entre 2 et 3. Donc, si un INR est inférieur à 2, on dit que la dose de l'AVK est insuffisante. Il y a un risque potentiel de thrombose. Si au contraire l'INR se situe entre 2 et 3, donc c'est l'INR cible recherché dans les maladies thromboemboliques et dans la fibrillation auriculaire. Si l'INR est supérieur à 3, il correspond à une dose trop élevée d'anticoagulants, donc les AVK, mais dans certains cas, donc c'est l'INR recherché, donc c'est entre 3 et 4,5. Dans les maladies, dans les valvulopathies mitrales et en cas de prothèse valvulaire mécanique. Mais au contraire, si l'INR est supérieur à 5, là il existe un risque accru d'hémorragie et le patient doit recevoir la vitamine K pour éviter toute hémorragie qui peut être fatale. La mesure de l'INR est indispensable pour évaluer l'efficacité du traitement par les AVK. Donc, un premier contrôle doit s'effectuer 48 heures après la première prise d'AVK. Donc, de nouveaux contrôles doivent être réalisés tous les 2 à 4 jours jusqu'à l'obtention d'une stabilisation. Donc, cette stabilisation, elle est déterminée par 2 INR successifs qui sont identiques. Toute modification de posologie ou tout arrêt ou introduction d'un autre médicament associé à l'AVK doit être suivi par un dosage de l'INR dans les 3 à 4 jours qui suivent. Maintenant, on va passer à l'interprétation d'un TQ. Il faut savoir qu'il ne faut jamais interpréter un TQ seul. Donc, il faut toujours l'associer à un TCA et parfois avec le dosage du fibrinogène. Donc, on a 2 cas de figure. Soit le TQ il est allongé et le TCA il est normal. Donc là, on est plus orienté vers une anomalie, un déficit en facteur 7 qui peut être soit congénital ou acquis, soit de la présence d'un anticorps circulant ACC, soit un déficit en vitamine K, donc débutant, ou encore un traitement par les AVK au début, soit également une insuffisance hépatocellulaire débutante. La cause, on l'a déjà expliqué, donc c'est que le facteur 7, c'est le premier à être diminué et le TQ, c'est le premier à être allongé. Par la suite, donc c'est les autres facteurs qui vont être diminués et il y aura l'allongement également du TCA. Le deuxième cas de figure, c'est l'allongement du TQ associé à l'allongement du TCA. Là, il faut doser le fibrinogène pour voir s'il y a une anomalie dans la voie commune, dans la fibrinoformation. Alors, donc, il peut se produire en cas d'insuffisance hépatocellulaire qui entraîne un déficit de pratiquement tous les facteurs de la coagulation, ou au cours d'un déficit en vitamine K, donc soit une hypovitaminose K ou un traitement par les AVK, qui provoque un déficit en facteur 2, facteur 7, facteur 10, et les facteurs 5 et fibrinogènes restent normaux car ils ne sont pas dépendants de la vitamine K. Alors, professeur Kessal a insisté pour parler sur l'étape préanalytique, qui est une étape cruciale en hémostase et qui conditionne la fiabilité des résultats. Il existe donc plusieurs paramètres qui sont incriminés. On a des paramètres liés au patient, paramètres liés au prélèvement et des paramètres liés au spécimen. On va commencer par les paramètres liés au patient. Donc, il est connu que les légumes verts, donc, qui sont riches en vitamine K et qui peuvent neutraliser l'effet de l'AVK et aboutir à une résistance thérapeutique. Donc, on passe maintenant aux paramètres liés au prélèvement. Donc, l'anticoagulant utilisé en hémostase, donc si le citrate a une concentration de 0,69 molaire. Donc, le prélèvement doit se faire par une ponction franche de la veine du pli du coude, au bras opposé à une perfusion, un fistule artério-veineux chez les hémodialysés. Donc, sans l'utilisation de garrot, si le garrot est utilisé, il doit être peu serré, moins d'1 minute, afin d'éviter la stase prolongée. Donc, le prélèvement sur cathéter, il est à éviter ou après rejet de 5 ml. Par contre, le prélèvement à la seringue, il est à proscrire.
Alors, donc, il faut éliminer les premières ml du sang pour éviter la contamination par le facteur tissulaire. Si le prélèvement il est multiple, c'est-à-dire on doit prélever plusieurs tubes à la fois, donc là, l'ordre des tubes doit être respecté. Donc, le premier tube à être prélevé, c'est le tube sec, suivi du tube citrate, par la suite l'héparine et les DTA. Donc, il ne faut jamais prélever un tube héparine avant le tube citrate. Donc, car on peut avoir une contamination par l'héparine et donc les tests vont être faussement allongés in vitro. Alors, après le prélèvement, donc, il faut mélanger immédiatement le sang et l'anticoagulant par retournement successif jusqu'à 10 fois, sans faire de la mousse. Concernant le remplissage du tube, donc un volume d'anticoagulant pour 9 volumes de sang total doit être respecté. Donc en général, c'est 4 ml, remplissage c'est 4 ml du tube citrate. Donc un mauvais remplissage va induire une erreur de dilution. Si le tube il est insuffisamment rempli, donc la quantité de citrate dans le plasma elle est en excès, et là il peut y avoir un allongement des temps de la coagulation. Si au contraire le tube il est trop rempli, donc il y a un défaut de citrate, pas assez, donc ça va favoriser l'activation des plaquettes et raccourcir les temps de coagulation. Il y a une possibilité bien sûr de réduire le volume d'anticoagulant et de sang tout en respectant un volume d'anticoagulant pour 9 volumes de sang total, et c'est le cas des tubes pédiatriques. On a un autre paramètre influenceur qui est le taux d'hématocrite. Donc si l'hématocrite elle est trop élevée, supérieure à 60%, ou au contraire elle est trop basse, inférieure à 25%, donc là ça va jouer sur la quantité du citrate par rapport à la quantité du plasma, et ça peut fausser les résultats de l'hémostase, mais il existe plusieurs formules pour calculer le volume de sang à prélever par rapport à l'anticoagulant. Passons maintenant au stockage et transport des tubes. Alors, donc, les tubes doivent être maintenus en position verticale, transportés à température ambiante. Donc, il faut éviter les températures trop basses et les températures trop élevées. Pourquoi? Donc, une température inférieure à 4%, elle va activer les plaquettes. Une température comprise entre 2 et 8% va activer le facteur 7. Par contre, une température très élevée, supérieure à 30%, elle va provoquer la dégradation des facteurs thermolabiles tels que le facteur 5 et le facteur 8. Et par la suite, va entraîner un faux allongement des temps de la coagulation. Alors, le temps d'exécution des tests d'hémostase, donc les recommandations disent inférieur à 2 heures, mais il est accepté inférieur à 4 heures. Donc, supérieur à 4 heures, il est non conforme. On dit que le tube, il est non conforme. Alors, donc là, on parle de temps d'exécution des tests et non pas de temps d'acheminement au labo. Donc, l'acheminement des échantillons à labo, j'insiste sur ça. Donc, c'est le temps d'exécution et non pas le temps d'acheminement. Alors, si l'analyse elle est différée, on peut congeler les échantillons soit à une température moins 20 pendant moins de 30 jours, soit à une température moins 80, c'est la plus recommandée. Une de congélation à 37 degrés Celsius rapide au bain-marie pendant 10 minutes pour réaliser les tests. La recongélation n'est pas permise. Mais avant la congélation, donc, il faut obtenir un plasma très pauvre en plaquettes, il faut éliminer tout résidu plaquettaire, et pour obtenir ce plasma, il faut faire une double centrifugation. Donc, une première centrifugation à 2500 G pendant 15 minutes, on récupère le plasma dans un autre tube, on le recentrifuge avec la même vitesse pendant 15 minutes, et on récupère le plasma. Il faut éviter d'aller trop profond parce que c'est là où les plaquettes se précipitent. Il vous reste 2 petites minutes d'incubation. Ouais. J'ai terminé avant les 2 minutes. Alors, je ne sais pas, est-ce que je vais enchaîner directement avec le test? C'est bon, j'ai terminé. C'est bon. C'est la présentation de professeur Kessal et j'ai fait que la présenter. Je ne sais pas, est-ce que je vais enchaîner bien? Merci, Dr Chérif, pour le respect de du timing. Alors, on passe directement à votre communication, votre propre communication, qui est l'allongement du TCA, démarche diagnostique et piège. Donc, vous aurez 20 minutes de parole. Alors, c'est toujours moi. Bonjour.
Alors, donc là, on va passer à un autre thème central en hémostase, qui est l'allongement du TCA. Alors, le temps de céphaline activateur, ou le TCA, donc c'est l'un des tests les plus fréquemment utilisés en pratique courante. Pourtant, l'interprétation de ces anomalies nécessite méthode et rigueur. Mon objectif aujourd'hui est d'essayer de proposer une démarche diagnostique structurée face à un TCA allongé à travers l'étude de différents cas cliniques et d'essayer de mettre en évidence certains pièges. Alors, donc le temps de céphaline activée, c'est le temps de coagulation d'un plasma citraté pauvre en plaquettes qui est reclassifié en présence de céphaline qui est un substitut plaquettaire et d'un activateur du système de contact de la coagulation. Il existe plusieurs types d'activateurs. Si l'activateur présent dans le réactif est le kaolin, on parle du TCK, sinon on parle du TCA. Il est connu que le kaolin est plus sensible aux différents facteurs de la coagulation et que la silice nous oriente plus vers la présence d'anticoagulants circulants de type lupique. Alors, le TCA, il est exprimé en secondes, il est interprété par rapport à un temps d'un plasma témoin. On calcule le rapport malade sur témoin. Donc, s'il est inférieur à 1,2, le TCA est considéré comme normal. Si le rapport contraire est supérieur ou égal à 1,2, le TCA est considéré comme pathologique. Alors, devant tout un TCA allongé, un interrogatoire approfondi et minutieux s'impose. Comme on a vu tout à l'heure, donc le TCA explore la voie intrinsèque et la voie commune de la coagulation. Donc l'allongement du TCA est plus sensible aux anomalies situées au début de la cascade, c'est-à-dire les facteurs 12, 11, 9 et 8. Comme dans le TCA, comme dans le TQ, il ne faut jamais interpréter un TCA isolé, seul. Donc, on est devant deux cas de figure, soit un TCA allongé et un TQ allongé, et là, on est plus orienté vers une anomalie de la voie commune de la coagulation, soit un TCA allongé isolé, c'est-à-dire le TP, il est normal, et là, c'est ce qu'on va voir dans notre présentation. Donc, et là, on est orienté plus vers une anomalie de la voie endogène de la coagulation. Alors, donc, quand un TCA est allongé, il ne faut jamais l'interpréter seul, il faut refaire le TCA sur un deuxième prélèvement. S'il revient correct, on s'arrête. Si, au contraire, le deuxième prélèvement confirme l'allongement du TCA, là, on passe à la deuxième étape qui est le test de mélange. Donc, le test de mélange, on refait le TCA sur un mélange volume à volume du plasma patient avec un plasma témoin et on calcule l'indice de Rosner. Alors, le test de mélange, donc le TCA du mélange doit se faire avec le même réactif et le même automate que le TCA du patient. Si le sérum, le plasma, pardon, c'est pas le sérum, donc si le plasma il est en quantité insuffisante, on doit faire le test de mélange sur un deuxième prélèvement, donc il faut refaire le TCA du patient sur le deuxième prélèvement et utiliser la valeur retrouvée pour le calcul de l'indice de Rosner. Alors, le test de mélange doit se faire immédiatement et après incubation 2 heures à 37 degrés Celsius afin de détecter la présence d'inhibiteurs qui dépendent du temps et de la température tels que les inhibiteurs antifacteur 8. Alors, après calcul d'indice de Rosner, donc on a deux cas. Soit l'indice de Rosner est inférieur à 12, et là on est orienté vers un déficit en facteur de la coagulation qu'il faut les doser. Soit l'indice de Rosner est supérieur à 15%, donc là on est orienté vers la présence d'inhibiteurs qu'il faut les rechercher. Si l'indice de Rosner est entre 12 et 15%, donc là on dit qu'il est douteux, il faut refaire le test. Alors, un TCA prolongé isolé peut résulter de différentes pathologies, soit d'un déficit en facteur de la coagulation de la voie endogène, soit de la présence d'inhibiteurs dits spécifiques comme les ACC antifacteur 8, soit de la présence d'inhibiteurs non spécifiques tels que les anticoagulants circulants de type lupique, et peut être allongé par la présence d'anticoagulants. Et là, les anticoagulants les plus incriminés, ce sont les héparines. Pour la seule cause, le TP contient un inhibiteur de l'héparine. Mais il faut faire attention, les héparines à forte dose allongent également le TQ car l'inhibiteur, il est saturé. Alors, on peut avoir également un allongement du TCA in vitro qui n'est pas causé par une pathologie. Certains antibiotiques peuvent allonger in vitro le TCA et une CRP trop élevée peut également allonger le TCA in vitro. Là, j'ai mis quelques statistiques. Donc, sur une période, au niveau de notre laboratoire, sur une période de 5 ans, entre janvier 2020 et septembre 2025, on a recensé 252 patients. Donc, on a pris juste les patients qui ont bénéficié d'une exploration d'un TCA allongé au niveau de notre laboratoire. Donc, parmi ces 252 patients, il y avait 120 patients avec un TCA allongé isolé et 132 patients avec un TCA allongé et un TP bas.
Chez les patients avec un TCA allongé isolé, l'anomalie la plus fréquente, c'était l'hémophilie A, suivie de la présence des APL dans la voie endogène. Après, donc, le déficit en facteur 11, c'était des enquêtes familiales, c'est pour ça. La maladie de Villebrand, donc l'hémophilie B, et vers la fin, le déficit en facteur 12. Chez les patients avec un TCA allongé et un TQ allongé, donc l'anomalie la plus fréquente, c'était un déficit en plusieurs facteurs de la voie endogène, soit suite à une insuffisance hépatocellulaire ou la prise d'AVK ou encore l'hypovitaminos K, suivi d'un déficit isolé en facteur 5, déficit combiné 5-8, le déficit en facteur 10 et enfin le déficit en facteur 2. Donc on va enchaîner directement avec les cas cliniques. Donc on commence par le premier cas. Donc il s'agit d'un adulte de sexe masculin âgé de 40 ans. Donc lors d'un bilan préopératoire, en objectif un TCA allongé isolé avec un TP correct. Donc l'interrogatoire n'a révélé aucun antécédent personnel ni familial. Donc, mais le patient a dit qu'il a fait un bilan, qu'il a lancé un bilan biochimique en parallèle avec le bilan d'hémostase. Donc là, déjà, on se doute d'une contamination à l'héparine. Donc, on refait le TCA avec, en respectant les bonnes pratiques de prélèvement en hémostase. Et là, on retrouve un TCA correct. Donc, effectivement, c'était une contamination à l'héparine. Donc, il faut respecter l'ordre des tubes lors de prélèvement. Donc, selon une étude faite au niveau de notre service intitulée « L'impact de la phase préanalytique sur la fiabilité des résultats du bilan de routine en hémostase », on a retrouvé que le paramètre le plus touché et sensible, c'est le TCA. Ce qui concorde avec les études qui ont fait le groupe d'études sur l'hémostase et la thrombose, qui ont démontré que le TCA est plus sensible que le TP, de même que l'étude de Hadcock. Donc là, j'ai mis une image qui explique, on va dire, le rapport anticoagulant et quantité de plasma dans les autres anomalies de prélèvement. Donc si on a une hématocrite dans le premier tube, on a la quantité nécessaire de l'anticoagulant par rapport à la quantité adaptée du plasma. Donc le deuxième tube qu'on voit, donc c'est l'hématocrite qui est très élevée. Donc on voit que la quantité du plasma elle est diminuée. Et le troisième tube, donc là c'est un tube sous-rempli, donc on voit également que la quantité du plasma, elle est diminuée. Et donc là, le citrate devient relativement trop concentré dans le plasma et qui peut prolonger le TCA. On a vu ça dans la première communication, c'est juste, j'ai schématisé ça. Donc on va passer au deuxième cas, donc c'est un cas classique, donc il s'agit d'un nourrisson de 12 mois, donc enfant, adressé pour exploration d'un syndrome hémorragique fait de multiples ecchymoses qui sont d'apparition spontanée sans notion de traumatisme. Donc, la première étape à faire, c'est le bilan standard de la coagulation. Donc, on retrouve un TP correct, un fibrinogène correct, un TCA allongé avec un TCK allongé. La deuxième étape, c'est le test de mélange. Donc, on calcule l'indice de Rosner qui est inférieur à 12%, qui est en faveur d'un déficit en facteurs. On passe à la troisième étape, qui est le dosage spécifique de l'activité des facteurs de la coagulation. En objectif, un facteur 8 bas inférieur à 1%. Donc, on conclut à une hémophilie assez sévère. Donc, l'enquête familiale a été réalisée. On ne retrouve aucun membre de famille atteint. Donc, ça peut être soit un cas sporadique, soit un saut de génération. On passe au troisième cas, donc c'est une petite fille âgée d'1 année, donc admise en neurochirurgie pour prise en charge d'une hydrocéphalée sur hémorragie cérébrale post-traumatique après chute de lit. Elle a bénéficié d'une valve de drainage mais a malheureusement nécessité une reprise au bloc suite à une hémorragie post-chirurgicale. Elle nous a été adressée au départ pour une étude de fonction plaquettaire car selon les neurochirurgiens, la crasse sanguine était correcte. Donc on fait également, on refait le bilan standard de la coagulation, on retrouve un TP, un fibrinogène correct, on retrouve un TCA correct, effectivement, mais un TCK qui est allongé. Donc là, déjà, on est orienté vers un déficit en facteurs. Donc cette hypothèse, elle est confirmée par le test de mélange, où on retrouve un indice de Rosner inférieur à 12%. On passe à la troisième étape, qui est le dosage spécifique de l'activité des facteurs de la coagulation, on retrouve un facteur 8 à 30%. Donc, devant tout un facteur 8 base supérieur ou égal à 1%, il faut doser le facteur de von Willebrand afin d'éliminer la maladie de Willebrand. C'est ce qu'on fait, donc on suit cette logique. On fait le dosage de l'activité du Willebrand et l'antigène les retrouve en normal. On fait également la liaison du facteur de von Willebrand au facteur 8 afin d'éliminer la maladie de Willebrand type 2N. On la retrouve correcte. On se pose la question, est-ce que c'est une hémophilie A?
Et là, on refait l'interrogatoire avec les parents. Donc, on convoque les parents et on refait l'interrogatoire. Et on retrouve que le père est atteint d'une hémophilie assez sévère, que le neurochirurgien était au courant. Ils ne nous ont pas transmis cette information. Donc, la fille, elle était porteuse obligatoire de l'hémophilie, mais elle est également atteinte de l'hémophilie. Donc, cela pourrait être expliqué par la lyonisation, encore l'inactivation du chromosome X portant sur le gène non altéré. Selon la Fédération mondiale de l'hémophilie en 2023, les femmes et les filles porteuses de l'hémophilie ayant un taux bas en facteur 8 doivent être traitées et prises en charge en même titre que les hommes atteints de l'hémophilie. Donc, cette fille-là a bénéficié d'une carte d'hémophilie. 2 mois plus tard, malheureusement, elle est revenue pour une méningite sur valve. Cette fois-ci, elle a bénéficié d'une valve externe, mais sous couverture du facteur 8 en pré- et en post-op, elle n'a présenté aucune symptomatologie hémorragique. Donc, passons au cas suivant. Donc, c'est un enfant, toujours, de 4 ans, adressé au niveau de notre laboratoire pour exploration d'un TCA allongé, contrôlé à 3 reprises, donc de découverte fortuite lors d'un bilan pré-circoncision. Donc, le patient ne présente aucun antécédent hémorragique, mais on a eu une notion d'angine quelques semaines auparavant. On fait le bilan standard d'hémostase, on retrouve toujours un TP1 fibrinogène correct, un TCA allongé, un TQ et un TCK normal. Donc là, on est dans le cas contraire du cas précédent. Donc, déjà là, on est orienté vers la présence d'inhibiteurs. On fait le test de mélange qui confirme cette hypothèse. On retrouve un indice de Rosner supérieur à 15%. On fait quand même le dosage des facteurs de la voie endogène de la coagulation. On les retrouve au normal, donc on élimine la présence d'inhibiteurs spécifiques de facteurs. On passe à l'étape suivante, donc qui est la recherche des anticoagulants circulants de type LUPIC. Donc revenons négatif dans la voie commune. Donc l'étape de dépistage était positive dans la voie endogène, mais malheureusement on n'a pas pu faire l'étape de confirmation par manque de plasma. Donc là on reprend le patient 1 mois plus tard pour refaire justement cette étape de confirmation, et là on retrouve que le TCA s'est corrigé, et absence donc d'anticoagulants circulants et dans la voie commune et dans la voie endogène. Et donc là on met l'hypothèse d'ABL transitoire post-infectieux, donc le patient a fait une angine quelques semaines auparavant. Donc ces 2 derniers cas montrent l'importance du choix de l'activateur pour la réalisation du TCA, mais montrent également l'importance d'un interrogatoire approfondi. On passe au cas suivant. Donc, il s'agit là, c'est un adulte, donc de 52 ans, admis au service de médecine interne pour prise en charge à la fois d'une symptomatologie hémorragique et d'une symptomatologie thrombotique. Il a été adressé à notre laboratoire pour exploration d'un TCA allongé. Donc, on fait le bilan standard de la coagulation, on fait un TP, un fibrinogène correct avec un TCA allongé. Le test de mélange, donc non corrigé, avec un indice de Rosner supérieur à 15%, donc qui nous oriente vers la présence d'inhibiteurs. Donc, on fait le dosage des facteurs de la voie endogène de la coagulation. On retrouve un facteur 8 par méthode chronométrique inférieur à 1% et par méthode chromogénique de 8%. Donc, il faut savoir que la méthode chronométrique, elle est influencée par la présence des APL, contrairement à la méthode chromogénique. Donc là, on fait la recherche des anticorps circulants spécifiques donc, de facteurs antifacteur 8. Alors, retrouvons positif, donc à un titre très élevé, supérieur à 80 unités bêta. Donc, on conclut à une hémophilie acquise, mais la présence d'une symptomatologie thrombotique nous a poussé à la recherche également des anticorps circulants de type lipique, les retrouvons positifs dans la voie endogène. Donc là, on met l'hypothèse d'association ACC plus APL. C'est des cas très rares, mais ça existe. Le 6e cas, donc c'est un patient jeune adulte de 17 ans, de sexe masculin, qui nous a été adressé pour exploration d'un hématome fémoral post-traumatique compliqué d'une atteinte totale du nerf fémoral. Alors, en objectif, un TCK allongé avec un TP1 fibrinogène correct lors du bilan standard de la coagulation. On fait le test de mélange qui nous oriente vers un déficit en facteurs de la coagulation. On passe au dosage spécifique des facteurs de la coagulation et nous objective un facteur 9 à 12%. Et donc là, on conclut à une hémophilie B mineure tardivement diagnostiquée. Le cas suivant, c'est un adulte de 45 ans de sexe masculin, donc aux antécédents de maladie de Gilbert, adressé pour exploration d'un TCK allongé révélé lors d'un bilan pré-op. Aucune symptomatologie hémorragique n'a été décrite. Donc le bilan de coagulation retrouve un TCK allongé isolé. Donc l'indice de Rosner en faveur d'un déficit en facteur de la coagulation. Et lors des dosages, on retrouve un facteur 11 inférieur à 1%. Donc il s'agit d'un déficit sévère en facteur 11. Et effectivement, donc dans le déficit en facteur 11, il n'y a pas de corrélation entre le taux du facteur 11 et la symptomatologie hémorragique.
On passe au 9e cas, donc c'est une femme âgée de 60 ans, cardiopathe, adressée pour exploration d'un TCK allongé révélé lors d'un bilan pré-op en relation avec sa cardiopathie. Aucune symptomatologie hémorragique n'a été décrite et on a une notion de thrombose veineuse. Donc toujours un TCK allongé isolé, indice de Rosner corrigé en faveur d'un déficit en facteur et le dosage des facteurs, nous objectifs, un déficit en facteur 12. Donc effectivement dans la littérature, on peut relier le déficit en facteur 12 à une symptomatologie thrombotique. Donc l'avant-dernier cas, donc il s'agit d'une patiente âgée de 3 ans, de sexe féminin. Elle nous a été adressée pour exploration d'un syndrome hémorragique cutanéo-muqueux, fait d'échymose et d'hémoptysie. On retrouve un TCK allongé isolé. L'indice de Rosner, toujours inférieur à 12%, qui nous oriente vers un déficit en facteur de la coagulation. Donc le facteur 8, on la retrouve à 32%, donc devant tout un facteur 8 bas supérieur ou égal à 1%, il faut passer par le dosage du facteur de Von-Willebrand. On fait le dosage du facteur de Von-Willebrand, retrouvant l'activité et l'antigène bas. Le calcul des ratios nous oriente vers une maladie de Willebrand de type 1. On fait l'enquête familiale, on retrouve un père indemne et une mère atteinte également d'une maladie de Willebrand de type 1, ce qui correspond au mode de transmission de ce type de maladie qui est de transmission dominante. Le dernier cas, donc il s'agit d'une patiente de 22 ans, de sexe féminin. Elle nous a été adressée pour exploration d'un TCK allongé, révélé lors d'un bilan pré-extraction dentaire. On retrouve effectivement un TCK allongé isolé. L'indice de Rosner nous oriente vers un déficit en facteur de la coagulation. Donc le dosage spécifique des facteurs de la voie endogène, objectif 1,8 bas à 20%, donc toujours avec la même logique, devant tout un facteur 8 bas supérieur ou égal à 1%, il faut passer par le dosage du facteur de Von-Willebrand. On fait le dosage du facteur de Von-Willebrand, retrouvant une activité normale et un antigène normal. Est-ce qu'on conclut pour un diagnostic d'hémophilie? Bien sûr que non. Donc on passe par le calcul des ratios qui nous oriente vers une maladie de Willebrand type 2N. Pour confirmer cette maladie, on fait le dosage de la liaison du facteur de Von-Willebrand au facteur 8 qui exclut la maladie, donc l'hémophilie, et pose le diagnostic de maladie de Willebrand type 2N. On fait l'enquête familiale, on retrouve père et mère normale, donc c'est le mode de transmission de la maladie de Willebrand type 2N qui est de transmission récessive. On complète l'enquête familiale par la fratrie, elle n'avait qu'une seule sœur, chez laquelle on diagnostique également une maladie de Willebrand type 2N. Donc pour conclure, le TCA c'est un test clé dans la gestion et le diagnostic des troubles de la coagulation. Il explore un nombre élevé de pathologies qui peuvent être de symptomatologie hémorragique, ils peuvent ne pas avoir une symptomatologie ou au contraire avoir une symptomatologie thrombotique. Alors le choix de l'activateur c'est une étape très importante, un interrogatoire minutieux il est indispensable, il peut orienter le diagnostic. Je vous remercie et je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions.